correspond à un décollement prématuré, normalement inséré, qui résulte d'une désinsertion accidentelle de tout ou d'une partie du placenta. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un hématome qui va se constituer entre le placenta et la paroi utérine et qui va interrompre les échanges fœto-maternels, entraînant rapidement des troubles hémodynamiques et surtout une souffrance fœtale aiguë et des anomalies de la coagulation. Là, c'est le placenta. Regardez, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un hématome que vous voyez là en rouge. Cet hématome, il va pousser le placenta. Au fur et à mesure, il va le décoller. Et il va rester à l'intérieur. Parce que si cet hématome se constitue vers la périphérie, il se trouve l'hématome décidual marginal, aux abords de l'utérus. S'il reste au milieu, il se trouve basal. C'est l'hématome décidual basal, c'est l'hématome rétroplacentaire. Et ça, cet hématome, il va constituer un obstacle des échanges entre le fœtus et la maman. Donc, automatiquement, s'il y a une diminution des échanges, il va y avoir la souffrance fœtale qui va évoluer, puisque cet hématome, il va continuer à grossir et devenir beaucoup plus important. La souffrance fœtale devra zid jusqu'à provoquer la mort in utero. De par sa brutalité et la sévérité de ses conséquences, il représente les urgences obstétricales les plus fatales. La fréquence, il est généralement fréquent, ça change d'un pied à un autre, mais la mortalité périnatale, elle est très élevée. La morbidité, elle est très élevée. C'est les troubles neurologiques des enfants survivants. Le plus souvent, c'est la souffrance cérébrale. Alors, les facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque? Il n'y en a pas vraiment des facteurs de risque, mais qui sont récurrents, c'est l'hypertension artérielle. Alors, la femme hypertendue, que ce soit la prééclampsie ou chronique, elle a une tendance à faire beaucoup plus d'HRP. C'est surtout en rapport avec un problème de placentation. Alors, pour l'âge et la parité, l'HRP est fréquent chez les jeunes primigestes. Il augmente avec la parité. Il double à partir de la 4e grossesse et il triple à la 5e. Les antécédents d'HRP. Une femme qui a fait un HRP dans les antécédents, c'est une femme qui risque de l'en faire dans la grossesse suivante. Ça, c'est réel. L'origine traumatique. Il y a beaucoup dans l'interrogatoire des causes traumatiques. On peut aussi avoir l'HRP pour les femmes enceintes qui conduisent et utilisent des ceintures de sécurité. Des fois, un geste brusque, un frein rapide et brutal peut entraîner un décollement du placenta. Les accidents domestiques, les chutes, etc. Les patientes ayant présenté des hémorragies du premier et deuxième trimestre et des menaces d'avortement, des anomalies de cordon, surtout le cordon court, ou court de nature ou court parce qu'il est circulaire ou bretelle, au cours de son ballottement dans le ventre, il peut tirer sur le placenta et entraîner un décollement. Et des fois, le niveau socio-économique bas, lié surtout à un problème d'alimentation. Le tabagisme, l'éthylisme, l'évacuation d'hydramnios rapide, la présence d'un anticoagulant et certaines anomalies de la coagulation. De là, on peut conclure que l'hématome rétroplacentaire frappe tout le monde et sa survenue, elle est imprévisible. Alors, pour l'anapathe, ce n'est pas vraiment intéressant à part cette lésion anatomique basale qui est retrouvée sur la face utérine du placenta, qui peut aller jusqu'à de 3 cm jusqu'à la totalité de la surface placentaire. Lorsqu'on examine le placenta dans sa face utérine, à de nouveau une empreinte, une dépression, sinon on va trouver le caillou. Une dépression qui peut de 3 à la totalité du placenta. Macroscopiquement, c'est dû à l'infiltration. Des fois, lorsqu'on examine l'utérus, c'est l'infiltration du sang dans la paroi utérine qui va donner cet aspect de Kuvler. Ce qu'on dit sur l'utérus de Kuvler, c'était l'utérus bleuté. Même la physiopathe, c'est des spasmes, c'est des théories qui essaient d'expliquer l'origine. L'essentiel que l'HRP, surtout l'HRP lié à une cause hypertendue, c'est un défaut de placentation
dans la physiopathologie, elle est en train de s'élaborer, elle est beaucoup plus convaincante que celles qui ont été citées. Alors, pour ce qui est de la CIVD, c'est ce sang qui a entraîné un hématome. Cet hématome, il va être dégradé et puis reconstitué, créant un cercle vicieux entre l'hématome et l'hémorragie qui va se terminer par une consommation de tous les produits de l'hémostase et la CIVD. Alors, le diagnostic. Comment peut-on faire le diagnostic de l'HRP, surtout que l'on a déjà une idée sur le placenta prévia? Alors, plusieurs classifications, c'est des classifications théoriques. Il y a une classification de Page qui se base sur la gravité de l'accident. Elle n'a pas d'intérêt pratique, mais c'est utile de savoir. Alors, le stade 0 pour l'HRP, c'est un diagnostic à impact, pas de symptomatologie, c'est-à-dire c'est un diagnostic rétrospectif. La femme, elle a accouché, le bébé il va bien, elle va bien, il n'y a aucune anomalie, mais lors de l'examen du délivre qui est systématique, le placenta, on va trouver une petite dépression avec constitution d'un hématome. Et c'est mon stade 0. Le stade 1, c'est une forme fruste, un léger saignement dont on ne connaît pas l'origine. L'utérus, il est relâché, il n'y a pas vraiment cette contracture. Et à la naissance, c'est un enfant vivant. Toujours, bien sûr, à l'examen du délivre, on va trouver cette cupule qui témoigne de la constitution de la CRP. La forme de stade 2, c'est une forme moyenne, c'est-à-dire c'est le tableau classique. Utérus qui est contractile, qui ne se relâche pas, l'hémorragie importante, trouble de la coagulation. Et bien sûr, le fœtus, il est vivant. La forme 3, c'est une forme grave avec trouble de la coagulation, fœtus dans la majorité des cas décédé. Il y a la classification de Sher. Elle est grade 1, 2, 3 avec 2 sous-classes. Le grade 1, c'est des métrorragies isolées, c'est-à-dire on n'arrive pas à détecter l'origine. Le 2, c'est une symptomatologie clinique complète, c'est-à-dire le tableau classique avec enfant vivant. Le grade 3, indiqué si l'enfant est mort. Alors le 3.1, si enfant mort, mais il n'y a pas de trouble de la coagulation. Le 3B, si l'enfant mort avec trouble de la coagulation. Pour ce qui est de la type de description, la forme complète, on a les signes généraux, l'état de choc, hypotension, pâleur, prostration et refroidissement des extrémités. Les signes fonctionnels, le début brutal. Alors, l'HRP, la caractéristique la plus importante, c'est que la femme, elle se plaint d'une douleur intense, invalidante en coup de poignard. C'est une douleur qui va obliger la femme à consulter en urgence. Donc, il faut y penser tout de suite. Même s'il n'y a pas un saignement, vous savez que l'hématome, il peut constituer, il peut rester avant l'extériorisation. Donc, devant toute douleur abdominale intense en coup de poignard, il faut penser à l'HRP. Bien sûr, il faut penser aussi à la rupture utérine. Donc, qui siège au niveau de l'utérus avec une irradiation en arrière vers les lombes et la région dorsale. Parfois en avant vers la région crurale. Cette douleur, elle est permanente, contrairement au placenta prévia. Le placenta prévia, c'est des douleurs qui passent rythmées, c'est-à-dire qui suivent la contraction utérine, qui suivent les mouvements de l'utérus. Celle-là, c'est une douleur permanente. En coup de poignard, elle est beaucoup plus invalidante que celle du placenta prévia. Elle est suivie par des métrorragies qui sont faites de sang noir, contrairement au placenta prévia qui fait de sang rouge. Elle est peu abondante, mais elle peut être abondante. Elle est peu abondante parce qu'elle est emprisonnée en arrière du placenta, contrairement au placenta prévia, dont l'hémorragie elle est beaucoup plus manifeste. Les signes physiques, on a l'hyperesthésie cutanée, c'est une peau qui est très sensible au toucher, une hyperesthésie cutanée. On a un utérus hypertonique. Si on fait un palpé abdominal, on va trouver un utérus en bois, douloureux à la palpation et qui ne se relâche pas. C'est une contraction permanente
et elle va empêcher la perception de la présentation fœtale. Le placenta prévia, la présentation fœtale, elle est haute. Et on n'arrive pas à détecter cette présentation. Et il est classique de noter une élévation brutale de la hauteur utérine. Le spéculum ici, il a toujours sa place. Il peut mettre en évidence un utérus gravide, mais surtout, il va confirmer que le sang vient de l'intérieur de l'utérus. Ce n'est pas le col qui saigne, ce n'est pas le paroi vaginal qui saigne, mais c'est l'origine, elle est endo-utérine. Le toucher vaginal, il est prudent. Pourquoi? Parce que même si tu fais l'échographie, il peut y avoir une association à un placenta prévia. Une hypertonie du muscle utérin, au toucher, tu vas trouver un utérus en 6 billes de bois. C'est-à-dire, même le col, quand tu le touches avec le segment inférieur, il est devenu dur. C'est comme si l'utérus en lui-même, c'est plus un muscle, c'est du bois. L'examen paraclinique, l'échographie, elle est inutile dans la forme complète, c'est-à-dire pour les gens qui sont habitués, quand vous avez cet utérus qui est complètement contractile, douloureux, cette douleur qui est décrite par la patiente en coup de poignard, il n'y a pas de relâchement, on détecte difficilement la présentation, on détecte difficilement les bruits cardiaques fœtaux, et là, ils disent que ce n'est pas la peine de faire l'échographie, mais pour certains auteurs, surtout pour ceux qui ont l'échographe en salle de travail, en salle opératoire, qu'est-ce qu'elle va prendre l'échographie? Elle va prendre quelques minutes, voire quelques secondes, et des fois, on assiste même à la constitution de cet hématome. L'échographie, elle est très utile pour le diagnostic et pour le pronostic. Le pronostic, pourquoi? Parce qu'elle va nous donner l'importance ou le volume de cet hématome. Elle va nous donner directement le rythme cardiaque fœtal, parce qu'on peut avoir un rythme cardiaque fœtal avec l'échographie. Donc, on peut facilement classer cette forme en forme discrète ou modérée vers la forme grave, et ça va dépendre du volume, de l'augmentation de l'hématome, un décollement de la surface d'insertion placentaire qui dépasse les 30%, et là, ils vont mieux agir, surtout pour sauvetage fœtal, parce que le fœtus, rapidement, il va faire sa souffrance fœtale et la mort in utero, donc ils vont mieux agir rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'échographie lors de l'examen paraclinique? On va voir l'hématome contenant du sang non coagulé. C'est une structure liquidienne non échogène. L'apparition secondaire d'écho à l'intérieur de ces structures traduit l'organisation de l'hématome. Plus il se coagule, plus il se constitue, plus ça devient échogène. Et des fois, lorsqu'il est ancien, on ne peut pas faire la différence binaire ou bilomyomètre. C'est pour ça qu'il faut mesurer l'épaisseur du myomètre avec cette partie pour dire que c'est assez épais, donc il y a une forte suspicion de l'HRP. L'HRP se présente sous une forme d'une zone anéchogène lenticulaire ou finement échogène située au niveau de la plaque basale. Parfois, l'hématome, surtout s'il est important, il refoule le placenta et il n'est plus individualisable. Maintenant, il est utile de mesurer l'épaisseur du placenta qui devient évocateur à partir de 5,5 cm. Voici l'hématome intraplacentaire à l'échographie. Regardez, c'est énorme. Le bilan, devant une situation pareille et devant la consommation des produits de fibrine et tout ça, il faut demander un bilan sanguin rapidement pour faire le diagnostic de la coagulopathie de consommation. Et une fibrinolyse, on demande quoi? Le taux de fibrinogène, la prothrombine, le facteur 5, le facteur 8, le taux de plaquettes et le produit de dégradation de fibrine. Si le PDF sont élevés, ça veut dire on assiste à une fibrinolyse. Le deuxième bilan utile et urgent, c'est le rythme cardiaque fœtal. Il permet de confirmer si le fœtus il est vivant ou mort et ou s'il existe une souffrance fœtale, c'est-à-dire apparition de décélération, qui sont les signes tardifs qui témoignent déjà d'une anoxie fœtale, parce qu'on a dit que la CRP, c'est une interruption des échanges entre le fœtus et sa maman.
Dans 90% des cas, le RCF il est strictement normal dans les 24 heures précédant la survenue de la HRP. Quelles sont les formes cliniques de l'hématome rétroplacentaire? On a dit toujours, il y a toujours des formes frustes, c'est des petits hématomes localisés, les signes sont discrets ou absents. L'accouchement, des fois d'un enfant mort, c'est ça qui va nous pousser à faire un diagnostic rétrospectif par la mise en place de cette cupule. Les formes trompeuses, c'est les formes peu douloureuses avec un saignement abondant qui peut simuler un placenta prévia. Et il faut toujours penser à l'association placenta prévia et HRP. On ne peut pas parler d'HRP sur un placenta prévia. Alors, si vous vous rappelez de la définition, c'est un hématome. L'hématome du placenta, c'est constitué sur un placenta normalement inséré, c'est-à-dire qu'il va exclure les placentas prévia. Mais c'est toujours la constitution d'un hématome. Lorsque le placenta il est recouvrant, cet hématome il va se constituer au niveau de l'orifice cervical. Si le col il est légèrement ouvert, ça va saigner. Les formes débutant par une hémorragie extragénitale, des fois hématémèse ou hématurie. Les formes compliquées par des crises d'éclampsie, des fois c'est la crise d'éclampsie et cette situation de crise qui va déclencher la HRP, la rupture utérine et la nécrose corticale des reins. Les formes d'origine traumatique, on a dit que des fois c'est les manœuvres externes et les AVP, les accidents de voie publique, de la maison, etc. Les formes très précoces, il existe des formes d'HRP dans le premier trimestre, le deuxième trimestre. C'est l'anapathe du placenta qui confirme le diagnostic. Pendant le travail, les métrorragies ne sont évocatrices que si la poche des os est encore intacte. De plus, la HRP doit être évoquée lorsque la durée de travail est raccourcie de 3 heures. Anomalie de la dynamique utérine. Parce que lorsqu'il y a la constitution, il y a cette hypertonie qui va complètement changer la dynamique utérine. Le diagnostic différentiel, c'est toutes les hémorragies du troisième trimestre. On va éliminer l'hémorragie d'origine cervicale. On peut avoir une cervicite, qu'on peut avoir carrément un nœud du col. Le placenta prévia dans le sang ici, il est rouge, indolore, avec un bon relâchement entre les contractions. La rupture utérine, elle a une notion clinique pratiquement proche de la HRP, la douleur en coup de poignard, etc. Elle peut même survenir sur utérus sain. C'est vrai, devant un utérus cicatriciel, on pense beaucoup plus à la rupture utérine qu'à la HRP, et devant un utérus sain, on pense à la HRP. Il faut penser aussi à la rupture utérine devant un utérus sain, parce qu'il peut survenir cette notion. L'hématome dissudial marginal, ou l'hématome, il ne se constitue pas au milieu, il est à l'extrémité du placenta. Il est de bon pronostic beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas son caractère expansif. Parce que le caractère expansif, il existe, l'hématome, lorsqu'il se constitue au milieu, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va décoller le reste du placenta. Le placenta marginal, non. Il va y avoir l'hématome, mais une fois qu'il a trouvé l'ouverture, le sang il va sortir sans qu'il crée une pression milfouk. Donc, il ne va pas y avoir cette expansion de décollement et ça va s'arrêter. L'hématome, il ne va pas se constituer, il va être éliminé, donc il ne va pas y avoir de cette fibrinolyse. La rupture du vaisseau prévia, c'est l'hémorragie de Benkiser, c'est une insertion filamenteuse du cordon, c'est-à-dire sur les parois des membranes. En principe, c'est des membranes avascularisées. Des fois, il y a des anomalies, comme une malformation, où il peut y avoir un vaisseau qui constitue un vaisseau fœtal qui se retrouve sur ces membranes. On ne fait jamais de diagnostic et lorsqu'on fait la rupture de la poche des os, on va couper ce vaisseau. Ça va entraîner une hémorragie. Même si elle n'est pas importante, c'est du sang de fœtus. Et le fœtus, il va passer rapidement parce que pour supporter, on ne peut pas compenser TNI. Si on fait le diagnostic rapidement, on peut passer à la voie haute et on peut le sauver. Si le diagnostic il est retardé, on pense au un décollement, une longuette, le bébé va mourir. C'est l'hémorragie de Benkiser. C'est le vaisseau prévia, rupture de vaisseau prévia.
Le diagnostic différentiel avec l'état de choc, on peut penser à l'embolie amniotique, on peut penser au choc infectieux. Le diagnostic différentiel avec les syndromes douloureux abdominaux, la colique néphritique qui est assez fréquente, on peut aussi penser à l'appendicite et à l'hydramnios. Le pronostic. Pour ce qui est du pronostic fœtal, il est très mauvais. La CHRP, il faut toujours penser au pronostic fœtal. Dans la majorité des cas, même l'obstétricien, il sacrifie le fœtus. Parce qu'on pense au pire. Le pire, c'est la maman. Alors, le pronostic fœtal, il est mauvais. En fonction de l'étendue du décollement, des lésions utérines associées, on a le couvert, de l'importance du choc, la mortalité, elle peut avoisiner les 70%. Et la morbidité, ça peut donner une souffrance fœtale avec toutes les conséquences sur le cerveau et la prématurité. Pour ce qui est du pronostic maternel, c'est lié, comme toute hémorragie, à l'état de choc, mais surtout aux troubles de la coagulation. Il n'y a pas plus pire que les troubles de la coagulation. Alors, il y a la classification de l'EPS, on en a parlé tout à l'heure, sur matière de pronostic. Plus le stade il est avancé, le pronostic est mauvais. Alors, le traitement, il est multidisciplinaire. On a l'hospitalisation. Il faut hospitaliser d'emblée devant toute hémorragie du 3e trimestre. Toujours les conditions de réanimation, restaurer les pertes sanguines, assurer l'hémostase. Et penser à évacuer l'utérus. Le meilleur moyen pour s'en débarrasser, c'est vider l'utérus de cet hématome. Plus il reste, plus ça devient compliqué. En salle de travail, on va instaurer de larges voies d'abord, une sonde urinaire, mesurer la pression veineuse, bien sûr, le bilan classique sanguin, groupage hématocrite, bilan d'hémostase. Il faut compenser les pertes sanguines à l'aide des solutés de remplissage, du sang frais, surtout culoglobulaire, contrôler la pression veineuse pour éviter les surcharges. Assurer l'hémostase, les troubles de la coagulation sont combattus en apportant les facteurs déficitaires. Le problème, c'est que ces trucs-là ne sont pas toujours disponibles. Du sang frais, plasma frais congelé, du fibrinogène en perfusion lente. Évaluer les troubles de l'hémostase, qui sera fait 1 heure de chaque heure, ainsi sont considérés comme graves lorsque le taux de fibrinogène il est inférieur à 1 gramme et lorsque les taux de plaquettes elles sont inférieurs à 50 000. Dans ce cas, il n'est pas possible d'envisager des interventions chirurgicales sans courir de gros risques pour la maman. Donc, il faut compenser ces troubles devant chaque geste. En matière de prise en charge obstétricale, il faut indiquer la césarienne. Toujours, la césarienne, c'est une solution d'urgence. Mais attention, anesthésie loco-régionale. Il faut savoir que devant les troubles de la coagulation, le seul moyen d'envisager un geste chirurgical, c'est sous anesthésie générale. Il ne faut pas faire la péridurale ou la rachianesthésie s'il y a des troubles de la coagulation. Attention pour ce qui est des modes d'anesthésie. Alors, la césarienne, elle s'impose si le fœtus est vivant. Si l'accouchement, il n'est pas imminent, c'est-à-dire si ça va prendre de temps, ou si le fœtus, il est mort, mais il y a un risque de gravité pour la maman. Donc, on le fait césarienne pour sauvetage fœtal, si le fœtus il est vivant et la dilatation meséra rabeïda 2, 3, 4. Sinon, on peut le faire même avec un fœtus mort si la maman, elle risque un état grave, c'est-à-dire elle commence à faire du trouble de la coagulabilité. Sinon, s'il n'y a pas de tout ça, on peut accoucher par voie basse. Si le fœtus il est vivant, l'hématome il est modéré, il n'y a pas de souffrance, et l'accouchement, il évolue rapidement. Et la dilatation, la Hafel 7, 8, 9, la dilatation, on peut admettre la voie basse tout en surveillant tous les paramètres. On peut aussi envisager la voie basse si le fœtus il est mort ou non viable. La révision utérine, elle est systématique. De même que l'utilisation d'ocytocine pour prévenir l'atonie utérine, parce qu'il y a infiltration de l'utérus, il faut que l'utérus redevienne tonique, et ça doit se faire par utilisation d'ocytocine. L'hystérectomie d'hémostase, elle est exceptionnelle dans le cas d'un utérus de Kuvler, c'est-à-dire comme l'utérus, il y a une extravasation de sang au niveau du myomètre,
et dans la région susurreuse. Ce dernier, lors de la césarienne, prend un aspect apoplectique de couleur noire violacée qui ne doit guère conduire à l'hystérectomie car possibilité d'obtenir une bonne rétraction. Lorsqu'on est devant un utérus de Kuvler, c'est quoi l'utérus de Kuvler? C'est comme un boxeur, c'est dû à l'infiltration du sang à l'intérieur des fibres et des fois il y a une perte de la contractilité. L'utérus, il devient acontractile, il va se relâcher. Et ce relâchement de l'utérus va entraîner quoi? Il va entraîner une inertie. Cette inertie, elle est génératrice d'hémorragie de la délivrance. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que de faire une hystérectomie. Toujours dans les suites de couches, il faut penser à l'antibiothérapie, la transfusion et utiliser les anticoagulants. Peut-on prévenir la HRP? La question généralement est non. C'est un accident imprévisible. Mais on peut prévenir s'il y a d'antécédents d'HRP. Il y a des femmes qui vont faire toujours la HRP à même date anniversaire. Et c'est moi même la date anniversaire. On donne l'exemple d'une femme qui fait à chaque fois à 40-34 semaines dire la HRP-TH avec la perte du bébé. Donc là, pour éviter la survenue du prochain, on va faire la césarienne. Il n'y a pas moyen de prévenir le traitement. On fait la césarienne à 33 semaines pour éviter tout ça. Antécédent de 1 ou 2 HRP survenus dans un contexte d'HTA, là aussi, on peut prévenir l'HTA. On donne de l'aspirine, qui jusqu'à présent, elle a donné de bons résultats. L'aspirine à dose 100 mg par jour pour prévenir la survenue de l'HTA et de l'HRP. Le traitement, il y a beaucoup de dire sur le début du traitement de l'aspirine. Il y a certains qui préconisent avant même la conception. D'autres disent à partir de 14 semaines et arrêter aux alentours du terme. En conclusion, la HRP, c'est une urgence obstétricale. Malgré les progrès portant sur une meilleure connaissance des modifications cliniques, biologiques, échographiques pouvant précéder la HRP, ainsi que la prévention des récidives pour l'utilisation de l'aspirine, la HRP reste une complication sévère de la grossesse qu'il faut savoir maîtriser. Elle peut toucher toute femme enceinte. Toutefois, la connaissance des facteurs de risque peut aider à prévenir cet accident et je vous remercie.